Alors bonjour à tous, je me permets aujourd'hui donc de faire une petite vidéo. Donc pour ceux qui, souhaiteraient, justement, s'intéresser un peu plus au développement, donc j'ai décidé de faire ce tutoriel. Heu, donc ça a pour but justement, voilà, de vous présenter un peu, le développement 5M, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, et puis de pouvoir aussi en même temps vous aiguiller parce que, bah, vous avez peut-être des envies, voilà, heu, vous êtes peut-être curieux et tout et c'est vrai que, c'est un domaine qui est assez, sympa à savoir et que, bah, peut-être, que les conseils que je vais pouvoir vous apporter aujourd'hui, vont vous permettre un jour de pouvoir, créer un bon serveur 5M et justement en même temps, pouvoir, vous aider à vous développer sur, la conception et la connaissance. Voilà. Donc c'est vraiment à but éducatif, tout ce que je fais. Voilà, vous donner des petits conseils. C'est pas parce que je donne des conseils que vous êtes dans l'obligation de reproduire ce que je fais ou même, de l'écouter à 100. Faites aussi comme bon vous semble, mais prenez quand même connaissance de ce qu'on va vous pouvoir vous dire. C'est très important. Donc voilà. Ce tutoriel vraiment s'applique à toute personne. Je vais vous apprendre les bases, voilà, sur, comment on fait du développement, quel logiciel on utilise, les frameworks aussi, vous expliquer un peu les différents frameworks qui existent sur 5M, comment ils fonctionnent et lesquels que je conseille et que je ne conseille pas forcément avec la raison du pourquoi et du comment. Voilà, toujours dans l'objectif d'expliquer. Maintenant, c'est pas parce que moi je suis plus sur un framework qu'un autre qu'il faut forcément me suivre. C'est vraiment comme vous le sentez. Sachant que étape par étape, voilà, je vais pouvoir justement vous aiguiller, montrer des exemples. Et c'est vrai que, bah, si par exemple, pendant l'explication ou même, l'action, vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à mettre pause la vidéo, de revenir en arrière, de prendre le temps, voilà. Et pareil, si vraiment il y a des choses que vous ne comprenez pas, rejoignez mon Discord, posez des questions, avec plaisir de vous aider et cetera. Maintenant, je suis pas là non plus pour faire les choses à votre place. Ça me dérange pas de prendre le temps de vous expliquer, mais je ne ferai pas à votre place. Donc, pour les personnes vraiment qui sont intéressées par rapport à ça, je vous conseille fortement du coup de suivre mes vidéos qui vont suivre, donc mes petits tutoriels, de souscrire, enfin de du coup de s'abonner à la chaîne, de laisser pourquoi pas un like et puis un commentaire si jamais ça vous a plu et puis, bah, en tout cas on va pouvoir, attaquer un peu sur le vif du sujet. Donc, en premier, il vous faudra donc un logiciel, d'édition de code. Qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel dans lequel vous allez pouvoir écrire du code, et dans lequel, certains logiciels ont des avantages plutôt que d'autres. Donc vous pourrez retrouver, Notepad, vous pourrez retrouver, Visual Studio Code et Sublime Text. Ça, c'est ceux que je connais. Après, peut-être qu'il y en a d'autres que je ne connais pas, voilà. Moi personnellement, je merde. Moi personnellement, je vous recommande, moi personnellement, je vous recommande, je vous recommande, Visual Studio Code. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Visual Studio Code a des avantages plutôt que d'autres, qui va être, des extensions. Qu'est-ce que c'est que des extensions? C'est des petits scripts que, certains développeurs, vont développer et qui vont pouvoir proposer, et qui vont vous permettre vraiment de vous accompagner dans l'édition de code. Il y a des extensions qui existent qui vous permettront, par exemple, de savoir un peu le code que vous faites, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du Lua? Est-ce que c'est du HTML, du PHP, du C# et cetera? Donc ça va vraiment vous aider et ça a aussi des avantages, c'est que ça vous permet aussi de trouver les erreurs et donc de pouvoir vous dire où il y a des erreurs et pourquoi. Et donc de pouvoir vous conseiller. Donc Visual Studio Code, franchement, c'est quelque chose que je conseille. C'est pas forcément un logiciel qui est très gourmand en termes de stockage, mais il est assez intéressant, sachant qu'il existe en plusieurs langues. Donc voilà, donc je vous laisse du coup, voilà, cliquer sur Download for Windows. Donc vous allez bien sur, code.visualstudio.com dans lequel je mettrai bien sûr les liens dans la description. Heu et plus tard dans la vidéo, on reviendra dans les autres tutos, sur les extensions que j'utilise, pourquoi je les utilise, les avantages que ça a pour que vous puissiez aussi les utiliser.
Je pense que pour certains, vous connaissez déjà. Donc voilà, c'est juste un petit récap. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous savez. Donc une fois que vous avez donc téléchargé Visual Studio Code et que vous l'avez installé sur votre PC, je vous recommande aussi fortement de créer un raccourci sur votre bureau. Donc normalement, il vous le propose pendant le téléchargement. Ça vous permettra plus tard de pouvoir le sélectionner assez rapidement parce que sinon, il est dans le app data et c'est vrai que pour aller chercher dans le app data, bon, bah, il faut chercher. Voilà, c'est pas aussi simple, donc c'est un peu chiant. Donc si jamais il vous le propose justement de créer un raccourci sur le bureau, faites-le. Une fois que c'est fait, vous n'avez pas forcément besoin de le lancer tout de suite. On peut le laisser de côté. Si jamais il est ouvert, c'est pas grave, vous le mettez de côté et on verra ça plus tard. Ensuite, il vous faudra donc un deuxième logiciel qui s'appelle du coup Xampp. Xampp, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour Windows et aussi pour Linux, oui, pour Linux, qui va vous permettre vraiment de faire un serveur web version localhost. Vous avez Xampp, vous avez WAMP aussi, mais pour du 5M, ce qui est recommandé, c'est Xampp. C'est le plus connu. Sur Xampp, en fait, quand vous allez télécharger, vous aurez donc 3 versions de PHP. Vous aurez donc la version 8.0 qui est l'ancienne, la 8.1.25 et la 8.2.12. Petit conseil, ne cherchez pas à avoir les plus récents, parce qu'une version de PHP la plus récente peut être la plus corrompue. C'est pour ça que vaut mieux juger entre deux. Ne prenez pas une ancienne et ne prenez pas une récente. Prenez le juste milieu. Si jamais vous voulez quand même partir sur la plus récente, pour dire j'ai la plus récente, je suis tranquille, faites-le. Il se peut, voilà, peut-être que vous n'aurez pas ce problème-là, mais c'est possible, que vous ayez des problèmes avec le PHP. Voilà. Donc une fois que du coup vous avez donc téléchargé Xampp, vous allez l'installer et il va donc tout doucement faire son processus. Il y en a facilement pour 5 minutes. Il est un petit peu long. Là, il y a des fois où vous voyez que le téléchargement, le progress bar, il est un peu bloqué, mais laissez-le tranquille. Et une fois qu'il a fini, voilà, il va vous proposer donc à la fin de pouvoir le lancer. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez l'accepter. Une fois qu'il est lancé, ça vous ramène sur un panneau de contrôle que je vous montre tout de suite. Vous aurez donc 2 possibilités. Enfin, vous avez donc plusieurs modules. Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Apache, c'est tout ce qui va être le côté web. MySQL, c'est tout ce qui va être le côté SQL, donc tout ce qui va être PHP-MyAdmin, heu, tout ce qui est base de données, et cetera. FileZilla, c'est tout ce qui va être le FPT, enfin le SFPT. FTP, le FTP, pardon, j'ai un petit peu du mal au niveau de l'élocution. FTP. Le FTP, c'est de file transfert, et le P, je sais plus c'est quoi. Mercury et Tomcat, c'est des modules que je ne connais pas, que j'ai jamais utilisés, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ils servent. Mais en tout cas, c'est des modules qu'on n'aura pas besoin. FileZilla, c'est pareil, c'est pas quelque chose forcément qu'on aura besoin, parce que, moi, ce que je vais vous faire faire, ça va être en local, c'est-à-dire que ça va être sur votre PC. Donc, comme vous pouvez le voir, donc moi, ils sont déjà activés ces modules-là. Vous, ils ne le sont pas. Ils vont vous demander donc de le start. Vous pourrez donc start le module Apache et le module MySQL. Il va vous demander une autorisation dans laquelle vous allez dire oui. Une fois qu'il va être lancé, voilà, vous aurez donc un statut change des lettres routing, etc. Il va vous start et donc vous aurez donc marqué le port pour chaque truc. Le Apache, donc le côté web, utilise le port 80 et le port 443. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, le port 80, c'est du port HTTPS et le port 443, c'est du HTTP. Donc, c'est deux ports qui sont possibles à utiliser. Le MySQL, lui, utilise du 3306. Vous pourrez très bien utiliser d'autres ports, mais le port par défaut de MySQL, c'est du 3306. Voilà. Une fois que du coup, vous avez donc, moi, je vais fermer quelques pages quand même pour suivre avec vous. Une fois que du coup, vous avez donc ces ports-là d'activer et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans votre console, voilà, il se peut que vous ayez une erreur. L'erreur peut être que le port MySQL est déjà utilisé. Dans ce cas-là, il ne va pas vouloir start. Et ben en fait, c'est très simple. Il faudra donc trouver pourquoi le port 3306 est utilisé et essayer de changer les ports. Ce que je ne recommande pas forcément parce qu'après, c'est d'autres modifications à faire. Mais si jamais vous avez ce problème-là, venez sur Discord, dites-moi-le et je verrai avec vous pour régler le problème. Logiquement, vous n'avez pas. Si vraiment vous avez un problème comme ça, vous désinstallez le logiciel, vous le réinstallez, mais normalement, c'est vraiment quand vous téléchargez 10 000 fois le même logiciel qu'il peut y avoir ce problème-là. Mais sinon, non. Donc voilà. Je suis vraiment désolé, je suis un peu malade. Alors, ce que je vous conseille maintenant de faire, c'est donc de faire admin sur le MySQL. Pourquoi admin? Admin veut dire administrer. Donc, on va cliquer sur admin, qui va donc vous ouvrir une page PHP MyAdmin.
PHP-MyAdmin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, donc je vais prendre le temps de l'expliquer, c'est vraiment là où toutes les requêtes SQL sont faites. Voilà, c'est un peu comme une gestion de base de données. Vous pouvez très bien utiliser le PHP-MyAdmin, pardon, pour autre que du FiveM. Ça peut être pour du web, etc. C'est vraiment des choses qui sont possibles. FiveM, voilà, c'est du SQL, etc. Mais il y a d'autres logiciels, d'autres systèmes qui utilisent aussi du SQL. Les avantages d'avoir une SQL, en fait, ça permet d'enregistrer des informations qu'on souhaiterait plus tard pouvoir les récupérer et donc les utiliser. C'est très intéressant. Voilà. Je ne vais pas forcément m'attarder sur ce sujet-là parce que voilà, il n'y a pas forcément besoin de chipoter pendant 10 ans sur PHP-MyAdmin. C'est voilà, vraiment l'endroit où on va stocker nos informations, etc., notamment côté joueur, etc. Une fois que ceci est fait, en fait, vous aurez donc, pour commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet, maintenant que vous avez le logiciel, c'est donc de créer un dossier. Le dossier, moi personnellement, je l'ai mis dans ma racine de mon disque. Alors, ça c'est pareil, c'est un petit conseil, voilà. On va pas parler informatique longtemps, mais c'est des petits conseils. Quand vous avez donc un seul disque, il se peut que voilà, vous avez Windows est déjà installé. Il est recommandé, je dis pas forcément obligatoire, mais recommandé d'avoir 2 disques. Pourquoi? Un disque pour Windows et tout le système et un disque pour l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui va être les jeux, les logiciels, et cetera. Ça vous permet vraiment d'éviter d'encombrer, le disque principal là où il y a Windows. Parce que Windows est très, très furax si jamais quand vous commencez à le blinder. À un moment donné, il va se mettre en erreur et il va planter. C'est pour ça que c'est super important. Vous voyez, j'ai 60 gigas de libre et il est déjà en rouge, ce qui est pas normal. Bon. C'est parce que c'est les disques comme ça qui sont voilà, c'est Windows qui gère ça comme ça. Pour lui, c'est problématique parce que dans les futures mises à jour à venir, qui peuvent faire jusqu'à 15 gigas ou même 20 gigas, il peut y avoir des problèmes de place. Donc voilà, en général, c'est à partir de 100 gigas que tu as en bleu et que c'est bon. Donc voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, faites comme vous pouvez, etc. Donc, moi, personnellement, je vais le créer à la racine de mon disque parce que c'est l'endroit le plus simple. Vous n'êtes pas dans l'obligation, vous pouvez très bien le mettre dans documents, images ou musique, qui se trouve ici. Moi, personnellement, voilà, je le mets ici. Donc, vous allez à la racine de votre disque et vous allez donc créer un dossier. Moi, mon dossier est déjà créé, il s'appelle tuto YouTube. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ne mettez pas d'espace, ça ne sert strictement à rien. Restez vraiment le plus simple. Une fois que votre dossier est créé, vous allez devoir donc aller sur Internet et chercher c'est l'artefact. Donc, je vais quand même vous mettre les liens, mais pour que vous soyez un peu plus autonome, vous tapez artefact 5M et vous aurez donc Linux ou Windows. Si vous êtes sur Windows, c'est Windows. Si c'est Linux, c'est Linux. Donc, voilà. Vous aurez donc deux possibilités, soit de télécharger donc la version recommandée ou la version optionnelle. Moi, honnêtement, il y a des conseils que je peux vous donner, c'est que vous pouvez très bien aller chercher la dernière version. Faites attention, vérifiez toujours qu'il y a un petit bleu. S'il n'y a pas de bleu, ça veut dire que c'était une version voilà, qui était en bêta et donc là, bah, ils ont mis à jour, etc. Donc c'est vraiment la plus récente. C'est pareil, ne cherchez pas forcément à avoir la dernière version parce qu'il peut y avoir des versions corrompues qui sont problématiques et causent des problèmes dans lesquels Tabara sont conscients et donc ils vont devoir mettre à jour. Parce que oui, les créateurs du coup des versions de 5M et de TXAMIN, c'est Tabara. Ils ont un Discord, ils ont tout, ça va vraiment vous permettre de pouvoir tout savoir sur les versions à choisir, etc. Le bot, il va vous dire. Donc, pour cette vidéo, moi personnellement, je prendrai la 10822. Une fois que donc vous avez téléchargé, vous pouvez le mettre en point rare. Moi, je le mets toujours en point rare et pas en point zip, parce que c'est plus simple pour moi. Une fois que donc vous l'avez, il va vous demander d'ouvrir, etc. Vous allez dire oui. Là, on va pas chipoter pendant 10 ans. Et vous allez prendre tout ce qui est à la racine et le glisser à la racine de votre dossier, de votre serveur. Localhost, je précise. Une fois ceci fait, moi j'aime bien organiser tous mes fichiers. J'aime bien ne pas avoir 36 000 fichiers comme ça. Bon, mon bureau c'est différent. Mais voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier. On va l'appeler fx server, mais entre crochets.
Pourquoi entre crochets? En fait, c'est pas un dossier dans un dossier, c'est un passerelle. C'est comme si en fait alors ça, c'est super intéressant de savoir ça, c'est parce que dans FiveM, dans les ressources et cetera, vous allez start, vous ne pouvez pas mettre un dossier avec dedans un autre dossier et la ressource. C'est pas possible. C'est vraiment, quand vous mettez un dossier, c'est vraiment ce dossier-là qui doit start avec un fx manifest, et cetera. Donc on appelle ça des passerelles qui vous permet vraiment de faire, c'est comme si en gros, je vous donne un schéma, vous voulez d'aller à un point A à un point B, mais entre le point A et le point B, il y a une rivière. Qui fait que du coup, bah, il faut un pont. Et bah, en gros, le pont, c'est les crochets. Ça fait que du coup, vous pourrez basculer. Donc on va tout prendre, donc sauf ça, et on va tout laisser dedans. Une fois ceci fait, on va aller dans le dossier et on va aller dans le fxserver.exe. Il va vous dire que Windows ne reconnaît pas forcément du coup ce logiciel parce que bah, c'est pas une application Windows et donc il dit de faire attention. Vous ne risquez strictement rien. Voilà. Il n'y a pas de problème de corruption, etc. Vous pouvez me faire confiance, tout le monde le fait, même moi je le fais, devant vous, donc voilà, je ne suis pas assez bête pour le faire. En général, si jamais il y avait un problème. Donc vous faites exécuter quand même. Ça ouvre donc l'invité de commande qui justement donc récupère les fichiers et donc vous donne le ping qui s'auto-complète. Une fois que c'est fait, vous faites les count. Moi, vu que je suis déjà authentifié avec le cfx.re, il me reconnaît. Donc j'ai juste à faire continuer. Pour vous, il vous suffira tout simplement d'aller dans le cfx qui se trouve. Bon, je ne l'ai pas. cfx.re, un forum. Et donc de vous faire un compte, etc. À savoir que cfx.re, txadmin, kmaster, ils sont réunis ensemble. Ils communiquent ensemble tout le temps. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, il va donc vous dire, moi c'est lastdev du coup, un mot de passe en backup. Vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, vous acceptez du coup les conditions générales d'utilisation de txadmin licence et vous faites register. Une fois que c'est fait, alors c'est là vraiment on entre dans le vif du sujet et donc il faut pour moi que je prenne le temps de vous expliquer certaines choses. Parce que c'est pas assez simple. Voilà, il faut comprendre les choses, il faut savoir un peu ce qu'on veut faire. Il ne faut pas que vous fassiez un serveur pour faire un serveur. Il faut vraiment que vous ayez un projet bien défini. Je bois un petit coup. Donc, pour vous expliquer. Là, vous allez commencer à créer votre serveur. C'est-à-dire que là, moi, je vais pas vous montrer à faire un serveur dans le sens où on fait vraiment fichier par fichier. On va passer par le plus simple en prenant une template. Voilà. Les templates, je ne vous conseille pas de les récupérer sur Internet, sur des sites bizarres. Non. Passez par TXAdmin si vous voulez une template. Une template, c'est quoi? C'est des fichiers de base, voilà, faits par des développeurs, reconnus par TXAdmin, etc., et par FiveM, et dans lequel ça vous permet d'avoir déjà un petit truc. Il y a certains jobs, il y a déjà des jobs, il y a déjà des systèmes, etc., mais c'est vraiment la base des bases. C'est pas forcément au niveau design les meilleurs, etc., mais c'est des choses fonctionnelles dans lesquelles vous pouvez déjà faire du RP dessus. En général, les gens récupèrent juste une base template pour voilà, dire que j'ai une base template et après par-dessus, ils vont modifier par rapport à ce qu'ils ont acheté, etc. Donc vraiment, c'est important de pas aller n'importe où pour récupérer des bases templates. C'est pareil, si on vous dit, voilà, va sur tel Discord, tu peux acheter des bases, ne le faites pas. Parce que c'est pas des sites officiels. Le mec va vous demander un PayPal. Le jour où il y a un problème, tu l'as dans les fesses. C'est plein de problématiques. Donc là, en fait, ce que le système nous dit, c'est voilà, bonjour la SDEV. Maintenant, il faut que je crée donc du coup mon server name que je vais l'appeler donc du coup tuto YouTube. Ici, pour ceux qui ont déjà une base, ils ont juste à faire existing server data et donc de le récupérer. Si jamais ils l'ont sur leur PC, sinon on passe par des URL, etc. Nous, on va se préoccuper de la popular recipe, donc des, des distributions populaires. Vous aurez donc deux frameworks. Ouais, il existe bien sélectionner la template pour votre community favori, enfin par rapport à la favorite communauté. Cela inclut du coup Cubicore, ESX et des défauts templates pour la customisation.
mon anglais n'est pas forcément good good, mais un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est que SX? Qu'est-ce que c'est que Cubicore? Eh oui, parce que là, du coup, on a plusieurs choix. Alors, VORP, enfin VORP Core, on n'a pas besoin, c'est du Red Dead, c'est pas nous. CFX Defo Redem, c'est pas nous, c'est Red Dead Redemption, c'est pas pour nous, là il y a le logo. C'est vraiment avec les logos 5M. Donc c'est ces trois premiers. Déjà, CFX Defo 5M, c'est juste une base avec les ressources requis pour Start 5M. C'est vraiment la base des bases, c'est vraiment le strict minimum. C'est pas forcément ce qu'on peut vouloir, mais ça peut être utile. Ensuite, pour la catégorie replay, nous avons donc ESX ou Cubicore. Alors, parlons peu, parlons bien. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ESX, qu'est-ce que Cubicore? Donc, ESX et Cubicore sont tous deux des frameworks compatibles, compatibles Fire. Qu'est-ce qu'un framework? C'est une librairie. Voilà. C'est une bibliothèque. C'est comme Java, c'est comme TeamScript, c'est comme jQuery, c'est comme du HTML, du CSS, etc. C'est une librairie. Donc, c'est une librairie qui est compatible avec 5M. Il n'y en a que deux. Bientôt, il y en aura une troisième, mais pour le moment, elle ne voit pas encore le jour. C'est encore en cours de développement. Et donc, tous deux ont des avantages et des inconvénients. Ils ont tous deux une gestion totalement différente. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre une chose, c'est déjà d'une se poser une question, c'est qu'est-ce que tu veux faire comme serveur? Est-ce que tu veux faire un serveur type cool gunfight ou est-ce que tu veux faire un serveur réaliste, poussé et vraiment du RP pur pur? Parce que bah, les deux frameworks ne proposent pas forcément la même chose. Tu peux faire du RP++ sur du SX comme sur du Cubicore, hein, mais tous deux ont des avantages bien précis. ESX, pour expliquer donc ESX, ESX est donc un framework le plus ancien. Il existe depuis longtemps, bien avant Cubicore. Donc, pour ceux qui ont connu, il y avait ESX version 1.0, la version finale, etc. Maintenant, c'est terminé. On est passé sur du ESX Legacy. Qu'est-ce que c'est? Le ESX Legacy, c'est vraiment les dernières versions qui ont été retravaillés par les développeurs de SX. Et donc, il y a eu un changement au niveau des codes, une meilleure optimisation, etc. Vraiment, tout le système a été vraiment reconfiguré. Parce que si jamais je dois vous faire un peu une échelle, là, même niveau, ESX était là, Cubicore là. Pourquoi? Parce que Cubicore était meilleur en optimisation, etc. ESX était nul à chier. ESX ont fait des mises à jour et grâce à Legacy, ça a permis de rebalancer la balance et donc d'être au même niveau. Mais Cubicore, il sera toujours un petit peu au-dessus par rapport à certains points. ESX, du coup, lui, il fait beaucoup d'intégration et d'appellation côté SQL, c'est-à-dire côté MySQL, côté PHP, ici. Ce qui peut être bien et pas bien. Parce que du coup, ça rajoute de la latence, etc. Alors que Cubicore, lui, bah, tout est inclus dans des fichiers. Vous voulez ajouter des items? Pas besoin de passer par une SQL. Hop, vous allez dans un fichier LUA, vous avez. Vous voulez ajouter un job? C'est pareil. En fait, tout est réuni dans des fichiers directement et non dans une requête SQL. Donc, tu as un gain de temps qui est très rapide. Ça a des avantages pour certains au niveau de la gestion, d'autres pour non. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En termes d'optimisation, en soi, il est très bien possible de mettre ESX en meilleure optimisation que Cubicore. C'est possible. Il faut savoir le faire, mais c'est possible. Par contre, du coup, si jamais vous voulez faire un serveur très réaliste et que vous voulez acheter des scripts, là, il va falloir du coup se poser les bonnes questions parce que ESX et Cubicore ne sont totalement pas pareils. Et donc, bah, Cubicore, qui inclut beaucoup plus de fonctionnalités, va coûter beaucoup plus cher. Ce qui fait que sur un système, par exemple un job, sur ESX, vous allez payer en moyenne une vingtaine ou une trentaine d'euros, alors que sur Cubicore, ça peut aller jusqu'à 50-60 euros. Ça coûte super cher. Il y a une différence de prix. Et ça, c'est parce que Cubicore offre beaucoup plus de possibilités et d'optimisation. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, personnellement, je développe beaucoup sur Cubicore parce que j'aime bien Cubicore. Et pour la vidéo, je vais vous montrer ESX. J'ai quand même des connaissances, quelques connaissances en ESX. Les codes en général sont les mêmes. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h, c'est les mêmes. Donc voilà. Donc nous, on va partir sur du ESX. Si vous voulez aller sur Cubicore, faites. Mais dans ce cas, c'est un peu compliqué parce que du coup, bah, la suite des tutos va être un peu plus dérangeant. Donc moi, je vous conseille de suivre mon tuto de ce que je fais. Son ESX, c'est ce que tout le monde utilise en général. Maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent Cubicore, mais bon,
voilà, et vous verrez par vous-même. Donc on va choisir ESX Legacy. Ici, il nous demande où est-ce qu'on veut l'installer. Bah, tout simplement, moi, il va être là. Je vais juste changer le nom, je vais l'appeler serveur tuto. Pas d'espace, pas de tout ça. Vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites save et vous faites go receive deploy. Là, il va vous dire tout ce qu'il va installer, patati patata, vous faites next. Ici, il va vous demander de votre clé de licence. Pourquoi une licence? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et bien en fait, une clé de licence sur KMaster permet de authentifier votre serveur et de dire que votre compte et votre serveur, c'est à vous, et donc bah, ça vous appartient. C'est pour les liés. Donc on va aller sur le KMaster. Quand vous cliquez, ça va vous réunir ici, dans lequel vous allez devoir vous connecter. Vous avez bien vu? S'authentifier pour accéder à cfx.org. Tout est relié en fait. Donc, vu que moi, j'ai déjà bah, me suis connecté, etc., ça m'a authentifié. Lui, je vais le jeter à la poubelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça vous explique? Donc, vous avez plusieurs accès. Donc, ici, c'est pour créer les accès, c'est quand vous êtes créateur de script. Ici, c'est pour avoir vos avantages. Ici, les scripts que vous avez achetés, donc vous avez accès, etc. Alors, je vais faire une petite préventif, une petite session préventive. Ce qui est super important à comprendre, c'est que vraiment, quand vous achetez un script Fivetran, d'accord, un job, etc., vous allez vous authentifier sur KMaster pour dire que voilà, le script il est à vous, c'est sur votre compte. Toutes les clés que vous allez pouvoir mettre en place, c'est relié à votre compte. Donc du coup, le script va pouvoir se lancer. Mais il y a des choses à faire attention. Il est primordial de ne pas partager votre compte. Votre compte, il est à vous. Vous êtes le seul et l'unique responsable dessus. Si vous avez quelque chose que vous faites pirater, vous ne serez jamais dédommagé pour quoi que ce soit. Jamais. Clairement, ça c'est un truc où même les créateurs ils s'en foutent. Si jamais vous faites pareil, il y a aussi ça, quand vous achetez un script, imaginons que toi, mon ami, tu décides de faire un serveur. Tu achètes tes scripts. Tu les mets du coup sur ton codemaster que tu pourras retrouver ici. Tu fais ton serveur, etc. Tu les télécharges, tu les mets, batata patata. Et puis, dans un an, tu choisis d'arrêter ton serveur. Mais du coup, tu as toujours tes scripts. Parce que les scripts, c'est la vie. Et dans un mois, tu décides de refaire un projet, mais avec un pote, avec un petit copain. Et du coup, tu dis, bah tiens, attends, moi j'ai mes scripts, je te les passe. Donc, tu peux transférer tes scripts. Mais le fait de transférer, ça dit, en gros, c'est comme si tu donnais. Et le problème, c'est que toi, du coup, tu perds le script, mais tu donnes à la personne. Et bah, faites super attention parce que tu ne peux le faire qu'une fois. Donc, un transfert, c'est voilà, c'est genre toi qui mènes à lui. C'est pas lui vers lui et lui, non. Non, c'est toi qui transfères à la personne, ça compte comme un transfert. Donc, du coup, après, t'es baisé. Tu ne pourras jamais le récupérer ton script. Du coup, tu auras perdu ton script et peut-être que le mec il va te niquer. Faites super attention à ça. Pareil. Deuxième point, les hébergeurs. Alors, on va dénigrer un petit peu les hébergeurs parce que je connais bien. Il y a beaucoup d'hébergeurs qui vous proposent des clés Patreon. Ok, un conseil, ne prenez pas ça en compte. Euh, Achetez vous-même votre clé Patreon quand ça va être tranquille, etc. Vous n'êtes pas emmerdé. Vous n'êtes pas sur des clés partagées où il y a plusieurs clients dessus. Voilà. Il y a des hébergeurs qui s'amusent, hélas, à vous demander, à vous dire, voilà, écoutez, parce que du coup, les clés Patreon, vu que c'est pas à vous, c'est à eux, vous ne pourrez pas acheter vos scripts. Bah non, vous ne pourrez pas. Voilà. Et donc, du coup, ils vont vous dire, bah du coup, au pire, tu me donnes le script et puis moi, je le te mets, je gère la mise à jour. Ne faites pas ça. C'est une connerie. Parce que le mec, il aura gagné un script gratos, il va vous niquer, etc. Non, c'est pour ça, quand vous prenez un hébergeur par rapport à ce que vous avez besoin au niveau financièrement et au niveau qualitatif. Voilà. Et sur la clé Patreon, achetez. Voilà, vous allez sur le site de Patreon, vous achetez. Patreon Prime, ça coûte 15 balles, c'est officiel. Voilà, vous payez des avantages en fait qui vous permettent voilà, d'avoir accès à des choses. Donc, là, par exemple, c'est celle minimum. En fait, c'est la minimum. Elle vous permet donc d'avoir 64 slots, de streamer du coup les tenues. Et ça, après, c'est utiliser des couleurs, etc. Mais on s'en fout. Plus tu montes, du coup, plus tu as le droit à de nombre de slots, etc.
Qu'est-ce que c'est que des slots? Les slots, en fait, c'est le nombre de personnes maximum sur ton serveur. Un serveur est limité par défaut à 48. Tu peux l'augmenter à 64, à 128, à 1024 et 2048. 2048 joueurs, c'est vraiment le maximum. Ne prenez pas une clé patronne à 2048 si vous n'atteignez jamais ce nombre-là, ça sert à rien, c'est de l'argent dépensé pour rien. Prenez vraiment 64 slots. Une fois que votre serveur est ouvert, petite astuce. Pourquoi? Et tout simplement parce que ils vous disent ici toutes les clés serveurs, donc gratuits, incluent toutes les fonctionnalités sur votre serveur si celui-ci est mis sur 10 slots ou moins. Ça veut dire que le nombre de slots, tu le définis, donc le max client, tu le définis à 10 ou à 9 ou à 8, mais jamais au-dessus. Et ben en gros, tu as la liste FileM, le streaming des tenues, etc. Et tout ça pour 10 slots. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Avant, c'était 32 slots. Maintenant, bon, ça a changé. C'est 10. Mais vous voyez que pour 10 slots, le temps de développer votre serveur, de tout configurer, voilà, vous mettez votre serveur à 10 slots, votre clé que vous aurez générée ici qui est gratuite pour avoir tous les avantages gratuitement et vous êtes tranquille. Et une fois que votre serveur va tourner, etc., que c'est ouvert, achetez une clé Patreon à 15 euros et vous êtes tranquille. Voilà, vous êtes sur du 64, c'est le minimum et vous êtes tranquille, vous faites vos trucs. Vous faites vos trucs. Donc voilà. Donc pour créer un serveur, vous allez donc pour créer une clé, vous allez donc aller dans New Server. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle tuto serveur. Une fois que c'est fait, vous la copiez. Bien évidemment, moi, je vais la masquer et je vais la révoquer. Donc, vous ne pourrez jamais la retrouver, enfin, la récupérer. Une fois que c'est fait, vous retournez ici, vous la collez. Une fois que c'est fait, vous allez dans Show Hide Database, afficher, masquer database option. Ici, c'est ici que vous pourrez configurer donc votre liaison MySQL entre guillemets. Si vous êtes en localhost, vous laissez comme c'est par défaut, sauf ici que vous pourrez changer par tuto serveur, la base de données que vous voulez mettre et donc vous faites run recipe. Voilà. Donc quand c'est terminé, il va vous dire que c'est good et donc on peut faire next. À ce moment-là, vous aurez donc le serveur CV. Qu'est-ce que c'est? C'est ici que vous pourrez start les ressources. Vous pourrez le retrouver un petit peu plus tard, après, une fois que c'est start. Ici, donc, vous avez donc le TCP/UDP, c'est l'IP, le port voilà, du serveur, 3520 et tout. Si jamais vous voulez ouvrir les ports pour pouvoir accueillir un pote, vous allez dans votre firewall, etc. Mais si on s'en fout, c'est pas le sujet. Les tags, qu'est-ce que c'est qu'un tag? Un tag, en fait, ça permet vraiment d'identifier un serveur par rapport à des mots-clés que vous pourrez donc sélectionner sur FileM et donc par rapport à ce que vous aurez défini, vous pourrez les retrouver. Le SV, donc le serveur license case, c'est voilà, votre licence. Le serveur hostname, c'est le nom de votre serveur qui va être hébergé, que vous pourrez retrouver sur votre listing FileM. Là, il y a le projet name et la description. Ici, le plus important, c'est que vous avez donc la connexion MySQL. Vous en aurez deux. Donc, logiquement, tout le monde utilise du OXMySQL. Voilà. Vous avez deux possibilités, soit lui, soit lui. Moi, je recommande lui parce qu'il est mieux. Attention, ils vous disent bien que certains caractères spéciaux sont restreints ou alors ne sont pas supportés. Notamment les points-virgules, les virgules, les slash, les points d'interrogation, les deux petits points, les arrobas, etc., etc. Donc si votre mot de passe comporte l'un de ces caractères-là, ça ne fonctionnera pas. Ça peut ne pas fonctionner. Enfin, ça peut ne pas fonctionner. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est super important vraiment d'essayer de respecter ce que dit la documentation. La documentation de Overextended. Voilà. Ensuite, donc ici vous avez donc route. Il n'y a pas de mot de passe, donc du coup on passe tout de suite à arrobase la base de données, qui nous, enfin arrobase l'IP ou le host, slash la base de données qui va être donc tuto serveur, et char7 UTF8 MP4
permet de dire en fait que si jamais vous mettez des caractères spéciaux comme des emojis et tout, c'est reconnu et que ça prend bien en compte. Ici, c'est les icônes qui doivent être en 96 x 96 maximum. Le soi-disant slot maximum, le nombre de joueurs maximum, qui est par défaut sur 48, que moi je mets sur 10 pour avoir les avantages gratuits. Ici, bah, moi je mets fr/fr, c'est pour le local de votre serveur. Et le game build, en fait, c'est la version de votre FiveM. FiveM a plusieurs versions, voilà, que vous pourrez retrouver dans la documentation. C'est par rapport à la version de GTA. Moi, je le mets sur le 3258. Chaque version, en fait, inclut du coup des véhicules spécifiques ou pas. Sachant que quand FiveM fait des mises à jour, enfin, GTA fait des mises à jour, ça inclut du coup des nouveaux véhicules, etc. Donc, si jamais vous les voulez, c'est très utile. Attention, il est possible que certaines versions de FiveM causent des problèmes au niveau des tenues, etc. Donc, ça décale et tout. Donc, moi, je prends la 3258. C'est celle que j'utilise assez souvent. Et j'ai aucun problème. Cette partie-là, c'est la partie administration. Ça veut dire que ici, vous pourrez dire à partir de quel groupe d'admin on peut du coup faire les commandes. Donc les commandes, c'est tout ce qui va être les slash car, revive, etc. Slash car, ça permet de faire spawn du coup des véhicules. Donc vous faites un groupe admin commande allo, donc commande activée. Ici, vous dites bien que du coup, donc ici, ça permet donc, pour vous. Donc j'ai un peu du mal, je suis un peu fatigué. Quand vous voulez ajouter une personne sur les permissions de pouvoir se give, etc., vous faites en fait un add principal identifié, point Steam, le numéro si jamais voilà, vous avez le SteamX, soit licence pour le Rockstar, soit FiveM. Puis là, vous mettez groupe admin, user, god, etc. Et ici, c'est toutes les ressources qui sont start. Vous avez vu, on fait un entre-crochet, donc ça veut dire qu'on décide j'ai du mal, de démarrer pardon, ce passerelle, en fait, ce pont, directement. Un peu comme un corps. En premier, vous devez toujours démarrer ceci. Chat peut être stop sur certains scripts qui le remplacent. Mais sinon, OX et MySQL doit être toujours démarré en premier, etc. Même le SXTented, etc. Tout ce qui n'utilise pas ESX doit être démarré en premier. Sauf véhicule, tenue, mapping. Ça, vous pouvez les démarrer à la fin. Une fois que c'est fait, en fait, c'est assez simple. Vous aurez juste à faire save and run. Une fois que c'est fait, votre serveur se lance et vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème. J'ai pas d'erreur et tout. Il vous dit bien que du coup, vous êtes actuellement sur la version 7.3.2 de TXMin, que mes scripts sont bien démarrés, que ici j'ai un warning parce que du coup, FiveM ont mis à jour leurs conditions et donc du coup, ils protègent certaines données. Et la ligne la plus importante, que la database serveur ait une connexion établie. C'est-à-dire que la connexion elle est établie. Donc votre serveur actuellement communique bien avec le SQL, qui fait que du coup vous pourrez récupérer les informations, etc. On vous dit bien aussi que du coup ESX Legacy 1.10.10 est bien démarré. Je suis bien authentifié par CFX, c'est important. Mon serveur est bien authentifié. Et voilà. Donc ça c'était la fin de la première partie vidéo. Vraiment je vous expliquer la base des bases. Sur la prochaine vidéo, on se focalisera un peu plus sur la partie certains scripts, configuration, etc. et certains codes. N'hésitez pas en tout cas de laisser un commentaire si jamais vous avez aimé cette vidéo, mettre aussi un petit j'aime et un petit abonnement. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour que je puisse vraiment vous accompagner si vous avez besoin. Je mettrai aussi en bio. Et bon, en tout cas, moi je vous dis